Ready for takeoff. Ready for takeoff. Check. Check. Control tower. We are going to make a slight turn to the right. You got that spike you want me to do? Yeah, I got it. I don't know if that's such a good idea, is it? I don't know. Hold Benji, is that a good idea right where we're at? Checking the engine. Fire coming out here. Hyperdrive. What's falling? Hyperdrive ready? You got Hyperdrive sparks coming out of your engine now. Okay. Bulldog? Okay, I'm having a more serious problem now, okay? Right here, turbulency. Unknown planet. Bridge in 30 seconds. I think we're being chased. Understand choppers are in the air. Entering the Now you atmosphere. tell me if you see any fire. In Okay, 12, red sparks popping out right now. 11, Just tell me if you see a fire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Stay with it, dude. 1. Entering the atmosphere. Bulldog, we've got him out. We've got him out. He's out of the... Benji, do you copy? Looking for now. Lower the altitude. You have to dive, bro. I'm looking for land. Okay. Or otherwise we're in dipshits. Diving. Factor in this crash, Hornet purchased back in 1982. Starting your approach. $2.9 billion upgrade. And Investigators are now landing. what caused the crash. Fortunately, no spectators were hurt, and the pilot ejected safely.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à bord du Best New Poets International Spacecraft. Aujourd'hui, à travers les espaces sidéraux, nous nous apprêtons à partir à la recherche du monde des formes. Les problèmes posés par cette quête se présentent sous l'aspect de contradictions presque obsédantes. La forme est une tentative vers l'unique, elle s'affirme comme un tout, comme un absolu, et, en même temps, elle appartient à un système de relations complexes. Elle résulte d'une activité indépendante, elle traduit une rêverie supérieure et libre, mais on voit aussi converger en elle les énergies des civilisations. Elle est matière et elle est esprit, elle est forme et elle est contenu. Les hommes et les extraterrestres qui s'emploient à la définir la qualifient selon les besoins de leur nature et la particularité de leur recherche. Celui qui l'a fait, lorsqu'il s'arrête à la considérer, se place sur un autre plan que celui qui la commente et, s'il se sert des mêmes termes, c'est dans un autre sens. Celui qui en jouit avec profondeur et qui, peut-être, est le plus délicat et le plus sage, la chérit pour elle-même. Il croit l'atteindre, la posséder essentiellement, et il l'enveloppe du réseau de ses propres songes. Elle plonge dans la mobilité du temps, et elle appartient à l'éternité. Elle est particulière, locale, individuelle, et elle est un témoin universel. Mais elle domine ces diverses acceptions et, servant à illustrer l'histoire, les entités vivantes et le monde même, elle est créatrice de l'homme, créatrice du monde, et elle installe dans l'histoire un ordre qui ne se réduit à rien d'autre. Bonsoir à tous, Bonsoir. bienvenue dans les profondeurs de la poésie. Bienvenue à tous, bonsoir Angelo. Bonsoir Tancred. Nous venons d'atterrir sur une planète inconnue, Laborieusement. avec quelques petits problèmes à l'atterrissage. Alors, comment elle s'appelle cette planète, Tancred? Tu l'as scannée? Pas encore, je pense qu'on attendait le public Eh pour ben, tout découvrir. On va découvrir ça ensemble. On est dans No Man's Sky, un jeu d'exploration spatiale développé par Hello Games en 2016. Mais avant tout, je veux saluer nos plus fidèles téléspectateurs, Mathieu Rocol, Hugo Blanza, salut Mathieu, Charles qui demande qui mixe. Eh ben, c'était tout simplement une track de Mitch Murder. Et en tout cas, si vous voulez nous poser des questions, réagir pendant le stream, vous pouvez nous parler sur le chat. On aperçoit déjà une drôle de créature qui vole, une sorte de ver de terre. On aperçoit déjà pas mal de choses. Alors, peut-être qu'il est temps de sortir du vaisseau et de partir à l'aventure. Et puis peut-être que pendant ce temps, tu pourras expliquer un petit peu pourquoi on atterrissait légèrement à l'aveugle. Et Alors, pourquoi on ne sait jamais exactement ce qu'on va trouver. exactement. On s'en est bien sorti, cela dit. On s'en est bien sorti. Alors, il s'agit... No Man's Sky est un jeu d'exploration spatiale qui est généré de façon procédurale, et donc chaque planète est générée au moment où nous en approchons, et c'est un jeu qui compte, si mes calculs sont bons, 18 billions ou trillions de planètes différentes. Alors tu peux peut-être partir... Ça fait trop pour les explorer toutes. Ça fait un petit peu beaucoup pour les... Donc le nom de la planète est apparu à l'écran. Le nom de la planète est apparu à l'écran, j'espère que vous avez pu le lire. Allez, Et le Tancred, retenir. On y va. sur ce, on y va. On part. Alors vous voyez tout de suite notre corps dans le jeu, c'est l'astronaute spécial Best New Poet qui revêt les couleurs de la planète de la poésie, qui est bien entendu le rose avec un petit peu d'argent chromé, voilà. Et évidemment, il n'a qu'un esprit, il n'a pas de visage, parce qu'il s'agit avant tout d'une activité intellectuelle de la toute première importance. Alors, avant de me perdre, Il possède quand même 2 casques. il possède 2 têtes. Voilà, on peut voir. Alors,
Chacune de ces planètes s'offre à notre exploration et est entièrement générée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout été dessinée par un artiste. Alors c'est un jeu qui a une histoire un petit peu particulière, No Man's Sky, parce que c'est sans doute le jeu indépendant qui a fait le plus de bruit à sa sortie. Donc ça a commencé dès 2014 parce que Hello Games c'était une toute petite boîte avec 25 employés et qui a tout de suite fait de la publicité pour ce jeu en le vendant un petit peu comme la promesse du retour à une exploration spatiale infinie avec ce système de génération procédurale. Alors qu'est-ce que c'est la génération procédurale ? C'est tout simplement que, en gros, le monde est créé par des algorithmes, alors qui sont préécrits en partie, et puis on va venir changer un certain nombre de chiffres, un certain nombre de données, et ça va créer ces mondes qui sont donc à chaque fois inédits, à la fois en termes de flore et de faune. Alors là, on a plutôt de la chance, on est tombé sur une planète Végétation luxuriante. assez agréable. Alors, est-ce que tu regardes bien tes systèmes de survie, mon vieux ? Ah ouais, je les regarde, mais Ouais, parce que j'ai l'impression que ça baisse. Pourtant, la température est idéale. oui, Il mais fait je sais pas 23 pourquoi. degrés Celsius. On a quelques petites radiations. Bah, c'est caché. Là, on se retrouve derrière toi. Écoute, En fait, ce que si je on voit propose, pas le c'est nom que de la planète, je vais me recharger. on voit pas le nom de la planète à cause de parce qu'elle est derrière toi, Tancred. Tu la caches. Donc, pour revenir à ce que j'étais en train de raconter, c'est un jeu qui a enthousiasmé beaucoup et qui a beaucoup déçu quand il est sorti. Tout simplement parce que il n'était pas tout à fait à la hauteur de l'attente des gens, mais depuis, ses créateurs ont décidé de continuer à faire des mises à jour et au bout de 2 ans à peu près aujourd'hui, il se trouve que c'est un jeu qui a très bien vieilli et il y a beaucoup de contenu qui a été ajouté et nous il nous intéressait parce que on avait envie de partir dans un délire un petit peu sur l'histoire des formes. Alors, tous ces arbres, tous ces minéraux, toute cette flore, toute cette faune également, on les a pas encore, on a rencontré personne pour l'instant. Tancred ? Non, très peu de créatures, à part celles que vous avez vues voler. Beaucoup de plantes nouvelles en revanche. Voilà, alors ce que Tancred est en train de faire, c'est qu'il utilise son scanner et une des particularités très intéressantes de ce jeu, c'est qu'on peut nommer tout ce qu'on découvre et ensuite on en devient en quelque sorte, peut-être pas le propriétaire, mais un petit peu Le connaisseur. Le connaisseur. On connaît les choses parce qu'on les nomme. Alors, Burno Pescosa, par exemple. Donc Voilà. les noms de... Explique-nous un peu, Angelo. Les noms de plantes, les noms d'animaux sont générés aléatoirement comme Voilà, la planète. c'est une espèce d'immense simulation structuraliste où il y a une génération de formes perpétuelles et ces formes attendent le joueur quelque part et elles attendent d'être nommées. C'est-à-dire, ça pose un petit peu évidemment la question de savoir si ce monde existe sans nous. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait le monde de No Man's Sky est tellement grand que bien que on puisse trouver des traces d'autres joueurs, il est évidemment impossible d'explorer la totalité de ce que le jeu a à offrir, parce qu'on est sur du 18 billions ou trillions, vous me corrigerez, de planètes. Je ne sais pas s'il y a dans les commentaires un petit peu des pros. L'idée, c'est que toutes ces toutes petites parties du monde nous appartiennent. Il n'y a que nous qui les voyons. Je me demande si tu peux pas aller scanner quand même, Tancred, ces espèces de vers de terre volants. C'est ce que je voudrais faire, mais surtout, je m'interroge sur pourquoi est-ce que mon système de survie s'amoindrit tout seul alors que les conditions ont l'air idéales. Oh, ça, regarde ça. C'est quand la dernière fois que tu as vu ça ? Des chenilles passer devant une planète. Ouais. Bon, elles sont trop... Donc voilà, ma vie baisse, mais impossible de savoir pourquoi. Reprendre l'oxygène peut-être. Alors j'ai l'impression qu'on a peut-être enlevé le HUD parce qu'il n'y a plus aucune information qui apparaît. T'as pas appuyé sur un bouton bizarre ? Non, je crois pas. Non. Bon. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire, Tancred ? Tu m'as coupé, alors tu vas me faire retrouver mon fil. Écoute, t'étais en train de parler de l'impossibilité d'explorer la totalité
des planètes que générait ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce jeu? Il y a 4 grandes choses qu'on peut faire. On peut explorer. Alors, il y a une partie survie parce qu'il y a des bestioles un petit peu agressives qui peuvent vous attaquer, même si ici, pour l'instant, on voit rien. On peut commercer parce qu'on verra un petit peu plus tard qu'il y a quand même quelques civilisations extraterrestres qui vivent au sein de cette galaxie. Et on peut également, la 4e chose, je l'ai oublié, mais je l'avais noté quelque part. On peut en fait jouer l'histoire. Et ce qui est drôle, c'est que ce jeu est un petit peu vendu comme une espèce de simulation infinie où finalement le plaisir de découvrir des petits coins d'espace pour soi tout seul, enfin jusqu'à un certain point, parce que là on voit qu'il y a une petite bestiole qui est en train de t'embêter, Tancred. Oui, je la vois. Voilà, alors tu peux peut-être la montrer. La seule chose que toutes les planètes ont en commun, c'est l'existence de ces sentinelles qui sont en fait des sortes de drones. Je la vois plus. Je la vois plus. Qui surveillent un petit peu ce qu'on fait, et si jamais on se prend à trop vouloir miner, à trop vouloir ramasser un petit peu tout ce qu'on trouve sur cette planète, et ils sont très très contrariés et ils nous attaquent. Et ça s'appelle les sentinelles. Donc si tu veux, c'est assez particulier parce que de la même façon que vous nous regardez, on est aussi regardé par le jeu en permanence, ce qui donne l'impression de cette disponibilité, qui donne l'impression en fait d'un jeu qui est dans l'attente des interactions du joueur. C'est d'autant plus vrai qu'en fait le contenu qui est généré procéduralement, il est généré à l'approche du joueur. Et une fois qu'il est généré, il est stocké dans les serveurs. Ce qui fait que si par exemple vous êtes rejoint par un ami, il va pouvoir voir les mêmes choses que vous. Mais en gros, la planète sur laquelle on se déplace est à peu près à taille réelle. Ça veut dire qu'elle fait peu ou prou la taille de la Terre. Si on veut aller en explorer l'autre face, de l'autre côté, eh bien, tout va être généré à notre approche. Peut-être qu'on pourrait partir sur une exploration en plus grande vitesse d'ailleurs. Tu pourrais partir sur une exploration. Ah oui, j'ai totalement perdu les signaux. Alors, vous avez vu aussi que ce qu'il fait depuis tout à l'heure, Tancred, c'est qu'il tire avec une sorte de rayon rouge sur tout ce qu'il voit. Et en fait, c'est aussi l'idée qu'on peut réduire tous les éléments à leurs éléments, on peut réduire toutes les plantes, toutes les bestioles qu'on voit, on peut les réduire à leurs éléments premiers. Donc par exemple, si tu veux peut-être cette espèce de cristal rouge, si tu veux un petit peu nous le extraire, voilà, vous voyez, ça c'est du carbone condensé. Et donc, on peut en quelque sorte détruire la matière pour en extraire la sève ou l'essence, ce qui est un fantasme scientifique de premier ordre. Alors, voilà, là c'est la fameuse sentinelle qu'on voit. Ah voilà. Ouais. Alors, on pourrait lui tirer dessus, mais ensuite... on va pas commencer à faire du mal tout de suite parce qu'on va les retrouver un peu plus tard, je pense. Elles vont être là partout. Et autant les préserver. Par conséquent, c'est fou, je perds le fil à chaque fois que tu dis quelque chose. Oui, parce que c'est sûr que les formes sont attrayantes. Je dis pourtant pas grand chose depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Que le monde est généré à notre approche. Oui, alors, ce que je voulais dire, c'était que comme on peut réduire tous les éléments à leur plus petite essence, comme tu le disais très justement, Tancred, mais je dis ça plus pour te lancer que pour te voler cette idée magnifique. Il y a un vrai fantasme, vous avez vu, du grand et du petit, comment t'appelles ça, l'échelle, c'est-à-dire qu'on voit à la fois la planète de très loin, dans son tout, et en même temps on peut aller chercher dans l'intimité de l'atome tout ce qu'il y a de plus intime dans la matière. Oui, alors c'est... Pour la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'ai eu l'impression que la jouissance particulière qui était proposée par ce jeu était liée à un rapport entre les échelles. C'est-à-dire que vous découvrez, vous rentrez dans le vaisseau et vous apercevez que ce qui est très particulier, l'expérience vraiment matrice de No Man's Sky, c'est que vous pouvez passer d'une échelle du monde à une autre en un temps très court. C'est-à-dire que vous pouvez
être en train d'observer une plante, comme on a fait ces 5 dernières minutes, et très rapidement rentrer dans votre vaisseau et partir à l'exploration d'une planète et vous déplacer à l'échelle interplanétaire. Donc il y a un passage d'une échelle à l'autre qui est un fantasme de compatibilité avec l'espace, je pense. C'est-à-dire que je ne sais pas par où commencer parce que il y a beaucoup de façons possibles d'aborder ce problème. Mais Peut-être en reprenant le vaisseau pour voilà, pour peu ces commencer, échelles. on va voir de quoi il est question. Après avoir regardé les plantes, voilà, regardez avec quelle rapidité vous passez du stade terrestre de l'exploration à un stade aérien, et très vite, si vous le souhaitez, un stade en fait cosmique, puisque vous voyez là on a déjà les autres planètes en vue, et qu'on sait, et c'est la grande particularité de ce jeu, on sait que toute planète visible est une planète accessible. C'est-à-dire que le jeu résout ce qui est normalement le grand problème de l'homme dans le rapport avec les échelles, c'est que l'exploration est toujours possible, mais elle l'est au moyen d'un investissement technique qui prend en général énormément de temps, que ce soit à l'époque des grandes découvertes par bateau et de Christophe Colomb, ou que ce soit aujourd'hui dans la conquête spatiale. L'exploration est possible, vous pouvez aller sur Mars, mais ça demande énormément de temps et d'investissement. Pourquoi ? Parce que l'échelle de l'homme n'est pas directement compatible avec l'échelle de l'univers. Et ça, c'est quelque chose qu'un Clermontois, puisqu'on est à Clermont, un célèbre Clermontois, a dit très bien. On parle de Blaise Pascal, qui s'est posé en son temps la question de la place de l'homme dans la nature, dans la mesure où l'homme, par ses dimensions, c'est-à-dire à la fois la durée de sa vie et la taille de son organisme, était perdu dans l'univers entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, et que ça faisait le paradoxe de la condition humaine. À ce sujet, j'ai le choix entre 2 planètes. Petite parenthèse, mais on va prendre la plus proche, en décidant que l'aventure se fait par degrés. Alors peut-être si on la scanne, on peut avoir d'ores et déjà des bribes d'informations. Ouais, alors je vais d'abord éviter de rentrer dans les astéroïdes. Ah non, raté. En tout cas, si vous demandez, on évoquait Pascal, et il ne vous a pas manqué que ce voyage spatial depuis la planète de la poésie jusqu'au fin fond de l'univers a été très grassement financé par l'entreprise Michelin. C'est une entreprise qui soutient beaucoup le tissu local. C'est tout simplement parce que une information importante, c'est que c'est dans le cadre d'une exposition à Clermont-Ferrand qui a lieu en ce moment même, les Nuits de la Pleine Lune. C'est, je crois, le 20e épisode, et ça se passe dans un lieu qui s'appelle la Tôlerie Non-Breaking Space, avec plusieurs partenaires, In Extenso et d'autres, vous me pardonnerez si je les oublie, et qui nous ont invités aussi. Et donc, on se trouve un petit peu parmi les volcans pour aller faire cette enquête dans le monde minéral. Pourquoi est-ce que tu passerais pas un petit peu à la vitesse de la lumière ? Parce que justement, tout ce propos sur Pascal consistait à dire que tout le problème de la condition humaine est de créer la compatibilité entre des ordres de grandeur infiniment différents. Donc, en l'occurrence, l'ordre de grandeur des galaxies, par exemple, avec celui des molécules, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais vous verrez que dans le jeu, non seulement on peut scanner les plantes, mais on peut On en a parlé. On en a parlé, ouais, pardon, autant pour moi. Mais on peut en extraire les matériaux et donc accéder au niveau de l'atome. Et que ce que le jeu offre et le fantasme sur lequel il joue,
c'est qu'il crée la compatibilité par en fait la vitesse dont il nous dote immédiatement. C'est-à-dire que vous êtes un novice, vous matérialisez dans le jeu, et immédiatement, ce que vous voyez tout de suite, c'est que grâce à la vitesse de votre vaisseau, vous pouvez vous déplacer non seulement d'une planète à l'autre, mais du coup par les changements de vitesse d'un ordre de grandeur à l'autre assez facilement. C'est-à-dire que le vaisseau demande du carburant, qui demande l'extraction de matériaux pour le recharger et ainsi de suite, mais il n'empêche que la difficulté n'est pas extrême et que globalement le plaisir du jeu immédiat, enfin c'est ce qui me semble, tu me diras si tu es d'accord, mais repose sur cette possibilité de passer d'une vitesse à l'autre et donc d'un ordre de grandeur à l'autre, c'est-à-dire à travers la technique passer d'une échelle du monde à une autre. Et vous voyez donc que cette nouvelle planète Mekio 8 s'offre à nous avec sa chair de cactus, son cuivre, sa pyrite, son sel. On peut imaginer qu'on y trouvera aussi de la poussière de ferrite, du carbone, du nitrate de sodium et autre chose qui nous réjouit. Probablement une planète assez hostile à en juger par sa couleur. Je suis pas certain, elle est un peu craquelée, mais moi j'aimerais bien qu'on trouve un canyon parce que ça permettrait d'aborder un point très important, qui est la question de la simultanéité de la durée. C'est-à-dire, est-ce que ce type d'expérience, est-ce que ce type de jeu annule le temps et qu'est-ce que ça peut nous dire de l'histoire? Alors, on a beaucoup parlé des formes et du fait que c'est un jeu qui génère ces formes. Or, les formes sont en général mises dans une sorte de couple avec la question du sens, le contenu, le contenant, l'intérieur, l'extérieur, etc. Voilà, on a toujours pensé par exemple que les formes artistiques, tel motif, telle couleur, telle forme, etc., pouvaient être dotées d'un sens symbolique, etc., etc. Et l'idée, évidemment, c'est souvent celle de revenir à l'origine, c'est-à-dire quel est le sens originel des choses. Par exemple, si on prend un tableau de la Renaissance, tout simplement, beaucoup d'historiens de l'art se demandent quelle est la signification de cette œuvre dans son contexte. Et je trouve que ce type de jeu nous permet d'aborder des historiens de l'art qui font un petit peu exploser ces catégories. Et j'en pense à un en particulier qui est un petit peu celui qui a donné le nom de cet épisode, Le Monde des Formes. C'est quelqu'un qui a officié beaucoup aux Beaux-Arts de Lyon et qui est un petit peu moins connu que d'autres historiens de l'art, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Henri Fessillon. Alors, c'était un type assez extraordinaire, qui est particulièrement bien détouré. Oui, bravo. Ouais. Le travail qui est fait sur Photoshop. Hein. Et donc, Faucillon est assez intéressant parce qu'il a une théorie qui vise à inverser la théorie du milieu. C'est-à-dire qu'il ne va pas considérer les formes esthétiques comme étant produites par une situation sociale, politique, historique, mais il va complètement renverser la chose au profit peut-être des artistes, en disant que c'est plutôt le milieu formel qui nous est étranger, auquel on est aveugle, qu'on ne comprend pas, et qui va, en quelque sorte, créer des situations historiques ou politiques. C'est-à-dire que, en fait, ça repose sur son idée. Henri Faucillon, c'est quelqu'un qui est contemporain de Ferdinand de Saussure. Et Ferdinand de Saussure, c'est un petit peu l'inventeur de la linguistique structurale, donc le signifié, le signifiant, tout ce qu'on apprend un petit peu en première année quand on est en école d'art ou quand on est aussi en études de littérature. Tu me fais brûler là un petit peu de curiosité, peut-être qu'on se pose au sol. Là. Oui, on va finir par se poser quand même. On se pose, ouais. Et donc, sur ces questions de signifiant et de signifier, c'est donc l'idée qu'il y a la chose et le son ou le mot qui le désigne. Par exemple,
le signifiant c'est un coquelicot et le signifié c'est le son coquelicot. Par exemple. J'ai pas inversé les deux. Il va pas sembler, mais. On est sur une planète un peu grisâtre. Ouais, elle a l'air dure. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Le climat est cuit. Ça, vous le voyez pas? Si. Mekyo 8. Le Ouais. climat est. Cuit. Le mot cuit. Oui, moins 55 degrés en l'occurrence. Ouais, et j'ai l'impression que les sentinelles sont assez hostiles. T'es déjà observé. Tout est gris. Tout est grisâtre. Oui, c'est l'uniformité. Mmh. Et dans l'uniformité, ou le chaos, quand même c'est un chaos désertique Oui. du monde. Oh là, elle te tire déjà dessus. Alors, on est sur une très grosse agressivité de la part des sentinelles. Hein. Et puis surtout, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est Tancred est devant. Mais je vous le dis, il fait moins 55 degrés sur cette planète. Et c'est également extrêmement toxique. Donc, cette petite partie. Donc notre durée de vie est assez limitée sur place. Voilà, alors, heureusement qu'on a une combinaison qui nous protège un peu. Je suis obligé de rentrer un petit peu dans des considérations pratiques parce que je sais qu'on était parti dans des envolées philosophiques très hautes. On y revient tout de suite. Aucune inquiétude à ce sujet. Mais il est aussi important de rappeler que c'est un jeu qui nous ramène à ne pas manger ni boire parce qu'on ne sait pas trop. Je ne sais pas si tu peux nous montrer notre tête, mais on ne sait pas trop où est-ce qu'on pourrait mettre toutes ces choses-là. Mais en tout cas, ça nous ramène à l'idée et ben qu'il il faut se protéger tout simplement. C'est-à-dire c'est un monde hostile. Un monde hostile. Tu remarqueras que le cristal rouge qui se détache sur le sol gris, ça me fait penser à quelque chose. Au sujet des formes, puisque tu parlais de Faucillon. Oui. Tu parlais de Pascal tout à l'heure. Alors je vais aller juste un tout petit peu plus loin en même temps qu'on... Oui, mais je pense que je sais pas si tu vas réussir à décoller parce que j'ai l'impression que t'es ric-rac là, hein, sur le carburant. Totalement. J'avais deviné. Alors, il va donc falloir aller... Il te faut un petit peu d'hydrogène, je pense. Mais parfaitement, Parfaitement. ouais, que je vais trouver. Il me semble que c'est des cristaux bleus. Il t'en avait un petit peu... J'ai vu un peu partout, ils sont tu violets peux, dans tu la peux nuit. scanner, tu sais. C'est vrai. Ah, on peut peut-être regarder parce que c'est la première rencontre avec un être vivant. Alors, on a affaire à un quadrupède avec une queue, avec des glandes sur la queue, semblerait peut-être. Et au niveau du visage, alors c'est un grand néprimia, un animal assez qui ressemble un petit peu à un dinosaure, qui est pas hostile, hein. Qui est pas du tout hostile. Est-ce que tu C'est veux pas le une belle nourrir? rencontre. Je l'ai nourri, ça y est. Tu l'as nourri? Je l'ai nourri, je sais pas exactement de quoi. Alors ça se nourrit de poussière de ferrite, hein. Si vous voulez, c'est Là-bas. un petit peu une sorte de poussière de minéral qu'on trouve un peu dans tout. Alors, on vient de lui donner un nom, donc on retrouve cette histoire de Saussure sur le structuralisme, le signifiant, le signifié. C'est-à-dire qu'il y a des choses, mais elles n'ont pas de nom, et de façon totalement arbitraire, on va leur donner un nom. Ça, c'est une idée importante, ce qui a révolutionné la linguistique, c'est l'idée qu'entre le mot coquelicot et la chose coquelicot, entre le son coquelicot et la chose coquelicot, il n'y a aucune espèce de rapport. Alors évidemment, ça intéresse aussi l'art, la poésie, c'est-à-dire est-ce que tel motif a toujours la même signification ou est-ce que cette signification, est-ce que ce sens est transitoire, sujet à des métamorphoses, à des longs sommeils, à des retours imprévus. Ça évidemment, c'est quelque chose qui préoccupe, enfin qui me préoccupe depuis longtemps et beaucoup. Alors, quelqu'un comme Faucillon dit justement que comme le rapport entre les choses et leur nom est totalement arbitraire, la question de l'origine de ce rapport ne se pose pas. Parce que comme on est dans un rapport arbitraire, il n'est pas nécessaire de savoir comment la chose a été créée, pourquoi, qu'est-ce qu'elle signifiait. Alors, c'est paradoxal parce que dans ce jeu, on a plutôt la philosophie contraire qui s'exprime.
pour vous raconter un petit peu l'histoire du jeu. On est relativement libre d'explorer un petit peu tout ce qui nous intéresse. Mais en revanche, il y a une sorte de narration un peu ténue qui nous propose, je pense que tu devrais peut-être faire attention à ton... Oui, je vois. à ta pulsation cardiaque. Cette narration nous amène à aller de plus en plus au centre de la galaxie, à nous rapprocher pour découvrir une entité qui s'appelle l'Atlas. Donc, et cette entité, on finit par découvrir à la fin du jeu qu'il s'agit d'un ordinateur qui simule tout ce monde. C'est-à-dire, il y a une sorte de serpent qui se mord la queue, de mise en abîme assez classique, sur le fait qu'en fait, le jeu est en lui-même une simulation informatique. Enfin, le monde qui nous est proposé comme étant réel est lui-même une simulation informatique. Mais c'est revenir à cette question de l'origine. Parce que toutes les choses qu'on voit ont donc bel et bien une origine qui serait donc ce dieu informatique qui vit au centre de ce monde. Et qui génère une simulation du monde qu'on explore. Je propose qu'on quitte ce caillou maudit parce que j'ai l'impression que rien ne s'y trouve. Oui, mais tu sais, c'est quelque chose qui est parmi les joueurs du jeu, c'est assez connu. C'est-à-dire que c'est comme avec les œuvres d'art, il y en a certaines qui sont réussies et d'autres qui sont moins réussies. C'est-à-dire même si c'est de l'art généré par ordinateur, toutes les planètes ne se valent pas. Alors ça, c'est celle où on était tout à l'heure. Oui, mais à ta absolument. droite, il me semble qu'il y avait quelque chose. Ah, On oh la là, voit dépasser. Bah oui, parce qu'elle est derrière. Elle est derrière. c'est donc vers là qu'on va aller. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ce que je viens de dire, Tolkien? Parce que je crois que tu avais beaucoup de Écoute, choses à dire sur la mécanisation de l'art, entre autres. J'étais assez concentré sur la recharge du carburant, mais ce que je propose, c'est que pendant le trajet, sachant que je vais devoir ajuster la trajectoire, parce que là, vous voyez, on n'est pas tout à fait centré, je propose que on convoque un autre philosophe en guise d'introduction. Une autre approche, parce que finalement c'est la suite de ce que je disais tout à l'heure sur la question des compatibilités et des ordres de grandeur. J'ai parlé de Pascal, pour qui en réalité... Je crois que tu en as de ton inventaire. On va chercher. Ouais, J'ai parlé de Pascal. C'est le pulso-réacteur qui se charge, il me semble, avec du tritium que nous avons en grande quantité. Absolument. Qui finalement avait besoin de Dieu pour résoudre la contradiction entre les ordres de grandeur. Et ça me fait penser à un philosophe qui n'a a priori aucun rapport, qui est un philosophe des années 50 et 60 français qui s'appelle Gilbert Simondon, qui est resté longtemps très méconnu, qu'il est moins maintenant quand même, à mesure que ses textes sont édités, et qui est connu surtout en tant que philosophe de la technique et de l'objet technique et de l'individuation, mais qui est également l'auteur d'une théorie de l'image extrêmement originale et intéressante, qui serait assez difficile de résumer ici, mais dans laquelle il explique que l'image est également capable, que l'image telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire comme non pas comme seulement un objet de perception, mais comme une forme quasi organique qui accompagne le développement des individus, qui accompagne la perception, qui est soumise à des cycles, qui est évolutrice, qui agit dans la perception tout autant qu'elle n'en est l'objet, que l'image était capable, était un système de compatibilité entre des ordres de grandeur. C'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait même écouter, en fait, oui, bien sûr, ce qu'il a à dire là-dessus.
pour le commenter ensuite? Parce qu'il me semble qu'on a un extrait. Alors, nous écoutons Simon. Qu'une mécanologie existe, tout au moins comme goût, tendance et comme poésie du rapport entre l'industrie la plus parfaite, ou la science la mieux équipée, et une nature à l'état le plus naturel, c'est-à-dire le plus prime sautier et le plus absent des souillures humaines, et cela est certain. Chez nous, par exemple, Jules Verne le représente bien. J'ai plutôt abordé le mécanologie par les romans d'anticipation scientifique de Jules Verne, qui sont du XIXe siècle, que par les philosophes qui apparaissent. Alors, je crois que c'est fini l'extrait. La particularité de ce stream, c'est que quand on met des vidéos, on n'entend pas le son. Donc, moi, je suis pas sûr de savoir très bien ce qu'il a dit. Peut-être tu Oui, alors il parlait pas exactement de ce dont je parlais. Il parlait de Jules Verne. Ouais, il parlait de Jules Verne, il parlait de la poésie, de la nature prime sautière. Que c'est le même fantasme, il disait, il me semble. Ouais. C'est-à-dire le fantasme industriel et scientifique de la plus grande sophistication, finalement, on revient à simuler des espèces de cailloux maudits comme ça. Moi, je te dis, on va se barrer, Tancred, parce que cette planète, Oui, il n'y a rien, il n'y a pas d'air. C'est Et un alors, enfer. non pas dans l'extrait qu'on a écouté, mais ailleurs. Simondon explique, je crois que de mémoire, il dit que dans un ensemble perceptif, ce qui fait image, ça n'est pas ni les éléments microscopiques, ni les configurations d'ensemble. Si je peux me permettre, tu viens de rater derrière le champ d'astéroïdes une planète avec un anneau. Ah voilà, je elle est crois là. inédite. Non, 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 à ta gauche. tu l'as vu? Ah voilà, elle est là-bas. Voilà, Parfait. c'est ça, il me semble que c'est inédit. Ouais. là. Et donc finalement, si on suit le fil de sa pensée, on en viendrait à supposer que l'exploration qu'on est en train de faire maintenant, en passant d'un ordre de grandeur à un autre en permanence et en les rendant compatibles, peut-être qu'on est en train d'explorer la matrice de ce que c'est que l'image elle-même. C'est-à-dire, on pourrait même se demander quelle est l'image de l'univers exactement qui naît de cette exploration, ou quelles sont les formes qui s'inscrivent. Est-ce qu'on décèle des régularités, par exemple, d'une planète à une autre, ou est-ce qu'on remarque principalement la différence? Ça, c'est aussi une question importante. C'est une question structuraliste, c'est-à-dire que ce qui définit une chose, c'est uniquement par différence avec les autres. Elle est prise d'emblée dans un système. Oui, alors, mais Simondon dit quelque chose de très intéressant au sujet de la forme. Il dit, par exemple, que d'une manière générale, dans un ensemble régulier, c'est l'irrégularité qui va attirer l'attention. Par exemple, sur une route plane, ou sur un trajet plat entre deux planètes, c'est plutôt les astéroïdes qui vont attirer notre attention parce qu'elles créent de l'irrégularité. Mais il dit aussi que, dans la nature, par exemple, une forme géométrique va apparaître immédiatement pour les hommes comme un signal. C'est-à-dire que si vous promenez dans un champ vierge, ou dans une forêt, ou dans un désert, et que vous voyez sur le sol un cercle parfait, vous voyez sur un rocher un cube parfait, il va attirer votre attention, et chez les humains, il va être potentialisé par des croyances ou par de l'information magique ou divine, enfin il va devenir un objet de croyance parce que la perfection de sa géométrie dénote sur le fond du monde qui est pourvu de formes qu'on associe nous à la géométrie, mais qui n'ont jamais la perfection, ou qui n'ont que très rarement la perfection du cube, du cercle, du triangle. Je peux me permettre de t'interrompre parce que je vais rebondir sur une remarque qui me semble vraiment évidente.
c'est que quand le jeu est sorti en 2016, No Man's Sky, ce qui a un petit peu focalisé le mécontentement de la communauté de joueurs, c'était justement que les planètes n'étaient pas perçues comme étant suffisamment différentes les unes des autres, et que ça tournait un petit peu en rond. Alors, c'est quelque chose qu'on a appelé la Quality Perceptual Uniqueness, donc la perception, enfin la qualité de la perception de l'unicité. Alors il faut savoir que le jeu a été créé, paraît-il, en utilisant, même si du coup ils n'ont pas eu le droit de le faire, donc ils ont nié, mais ils ont utilisé la super formule de Genicap. Alors la super formule de Genicap, qu'est-ce que c'est? Ah bah ça j'en ai pas la moindre idée. Pardon? J'en ai pas la moindre idée. Et ben, la super formule de Genicap, c'est tout simplement des algorithmes qui permettent de créer des formes et d'introduire une certaine variante justement pour introduire cette petite différence, cette petite bizarrerie qui fait que la chose est perçue comme unique. Et justement, c'est quelque chose que l'équipe qui a fait ce jeu essaye de travailler, c'est-à-dire rendre compte du fait. Alors il y avait une sorte de bâtisse là sur l'île, tu as vu? Ah, oui, mais Il y en a une autre là aussi, c'était rouge. Alors c'est fou déjà, c'est qu'on voit pas les mêmes choses. Ça, c'est... non, on voit pas les mêmes choses. Et c'est Ben pour non, ça- on voit pas les mêmes choses à gauche là. À gauche, mon vieux. Voilà, tu vois bien qu'ici, on a une structure architecturale. Regarde-moi ça. Étonnant. Extraordinaire. Oh là! Oh là là là. Ibouti! Attends, on va voir tout de suite cette créature de rêve. Vous voyez, il y a quand même des moments d'émerveillement. Bon alors, il me semble que ça fait quand même écho parfaitement à ce que tu étais en train de dire sur la sensation d'unicité du joueur. Elle repose sur des raretés. C'est-à-dire que par exemple, depuis le temps qu'on prépare ce stream, j'ai pas l'impression qu'on Regarde soit la tombé sphère, une seule fois, Il y a une sphère. ni sur une structure de ce genre, ni sur la créature qui a maintenant disparu malheureusement, mais qui va peut-être revenir. Voilà, donc, ça c'est c'est la une ruine. surprise. C'est une ruine. Ça c'est vraiment étonnant. Ça, c'est une planète assez intéressante. Alors peut-être tu peux scanner, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Il me Qu'est-ce semble, que hein. c'est? Ça tourne. Alors, ça c'est un bâtiment, ça fait partie du bâtiment. Donc on peut pas le décomposer. Et ça s'appelle Héritage de Skivio Kaya. C'est donc un héritage, c'est donc un monument de mémoire. Et ça nous amène à la question de la survivance des formes. Parce qu'évidemment, les formes peuvent survivre. Sur ta gauche, il y a un bel insecte. Ah, mais on peut y aller. Les formes peuvent survivre intactes et transmises par les générations, tout comme elles peuvent survivre à un stade latent, au stade de vestige, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça coupe un peu la parole, hein? Mon Dieu. Mon Dieu. Et là, on met la musique et on profite pour créer. Je suis désolé. Mon Dieu. Ça me donne envie d'improviser un poème. Hein. Il va falloir que tu retrouves Sur ça. l'exploration du monde, contrarié par les phénomènes météo. Voilà, donc on a des pluies qui font 98 degrés Celsius. Vous pouvez pas le voir parce que c'est juste derrière Tancred.
tu as repéré ton vaisseau, Tancred? Non, il me semblait qu'il était là. Ah, il est là-bas. Peut-être en te faisant un petit peu des petites propulsions. Oui, parce que je crois que là, ça urge. Donc ça, c'est le genre de phénomène météorologique qui arrive assez fréquemment. Voilà, écoute, est-ce que ça serait pas le moment? Ah, ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'ai envie qu'on décolle et qu'on aille voir un petit peu si cette planète a d'autres choses à nous réserver, parce que je pense que elle a l'air d'être peuplée de créatures assez extraordinaires. On va longer la côte? Bonjour la côte. Il y a aussi des sortes de tumulus. Alors, je voulais faire un petit coucou au public de Twitch parce que on a dépassé Facebook avec Twitch. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui sont là par hasard. Alors n'hésitez pas à nous saluer. On est tout simplement Angelo Tancred et puis on vient de la planète Poésie. Et on a pris notre petit vaisseau spatial et puis on a décidé d'aller explorer un petit peu ce qu'on voit est assez étonnant, du monde de la forme. Qu'est-ce que tu disais, Tancred? Que ce qu'on voit est assez étonnant. Alors, est-ce qu'on se ferait pas une petite expérience platonicienne en allant se plonger dans l'eau? Pas avec ton vaisseau, bien sûr, mais à partir... J'ai l'impression que ce continent, enfin que cette partie de la planète, regorge d'îles et de côtes. Oh là! T'as remarqué que c'est sphérique? Tu vois que c'est inhabituel. C'est très inhabituel. Alors, c'est peut-être l'occasion de parler quand même, avant qu'on oublie, de ta théorie sur les Autrichiens, parce que je pense que ce genre de paysage un petit peu romantique... Enchanteur. De ce paysage un peu enchanteur. Oui, Ouais, parce que dire ta alors, théorie en chantant. c'est quelque chose d'assez complexe parce que en fait, ce qui m'y a fait penser, c'est ces sentinelles qu'on a vues un petit peu et qui viennent nous embêter dès qu'on commence à extraire des matériaux. M'ont fait penser qu'il y avait une sorte de conscience écologique peut-être latente dans le jeu et que ça n'avait aucune direction. Mais que extraire des matériaux dans ce jeu qui pourtant se génère à l'infini ne pouvait pas se faire gratuitement, que quelque chose venait toujours nous rappeler à l'ordre en quelque sorte. Et alors excusez-moi parce que... Ben non, mais justement, c'est ce que tu es en train de dire, on est en train de te rappeler à l'ordre. Ouais. Parce que là, tout En termes simplement, de tu n'as survie. plus suffisamment d'oxygène. Alors, peut-être que ces cristaux rouges, c'est quoi? C'est du Non, carbone. mais- ouais, c'est de mémoire, ça n'est pas... Ah, il y a une plante Note. agressive qui s'est accrochée à tout le vaisseau. Il faut qu'on repère les cristaux bleus. Non, non, c'est pas le bleu. Oula. Là. Le bleu, c'est dihydrogène, l'oxygène. Ah non, c'est le... c'est Ah bon. oui, et donc il faut scanner. Et Et alors... il y en a bon, dans ces arbres. La question de la censure est extrêmement importante. La censure de l'homme qui
se baladent dans la nature, par exemple. Je sais qu'en Autriche, on n'a pas le droit de faire de la bicyclette dans la forêt, par exemple, parce que ça dérange les animaux. Il y a donc un certain nombre de chasseurs qui sont un petit peu les gardiens de la forêt, parce qu'ils connaissent bien les animaux. Et donc ça donne ces petits moments un petit peu cocasses avec des types qui sont en 4x4 dans la forêt avec leurs fusils et qui expliquent que ils sont là pour s'assurer que les gens qui font du vélo ne dérangent pas la faune. Et par ailleurs, l'État autrichien leur donne le droit de verbaliser les gens qui éventuellement auraient l'audace de passer à vélo sous leur perchoir à chasse. Et ça, je trouve que c'est une façon extrêmement moderne et finalement très saine d'envisager aussi l'écologie de façon un petit peu policière comme ça. Mais tu pourras vérifier, Tancred, si tu ne me crois pas. C'était un reportage sur Arte. Oui, si je vais en Autriche. Alors, donc, moi je crois que les Autrichiens qui sont... Vous m'excuserez, mais bon, d'abord c'est très beau, et puis comme il n'y a pas d'oxygène à disposition, je suis obligé de repartir. Avant que tu te lances, peut-être si on va sur une station spatiale, tu pourras peut-être acheter au marché de l'oxygène. Puis ça Alors, nous permettra de alors voir un pas. peu quelques Oui. oiseaux. Peut-être. Allez. Alors. Encore faut-il trouver la destination. Ça doit pas être loin. Est-ce que ça serait ça? C'est représenté par un petit losange. Si tu regardes un peu autour de toi. Alors, elle est où cette fichue station spatiale, Tancred? Écoute, on va la trouver. Peut-être tu peux ouvrir la carte de la galaxie. Ça te permettra de la repérer un petit peu, parce qu'elle doit être cachée, dans une planète. Voilà. Donc, Non. Ah si, c'est ça. on est là. Essaye de te rapprocher. Ça, c'est les... Alors, on voit un petit peu sur la partie extérieure, c'est les trois planètes un peu qui nous avaient déçus. Et tourne un peu. Ouais. C'est compliqué de naviguer dans ce... Ah, d'accord. On part dans la mauvaise direction, en fait. Voilà. Je sais pas. Ah, voilà. Ok, alors on y va. Ah, carburant insuffisant. Recharge. C'est parti.
les Autrichiens, si tu veux, l'idée c'est que tous les savants autrichiens sont un peu forcément les descendants de Freud, d'une part, et que d'autre part, en tant que descendants de Freud, tous les savants autrichiens ont forcément les mêmes passions que Freud. À savoir, les deux passions de Freud, Angelo, comme tu le sais. Ben, je sais pas, je dirais que ça doit être la neige et La les neige. excréments. La neige, bien sûr, la neige des montagnes sur laquelle on skie, et les excréments. Les excréments humains, ses propres excréments qu'on analyse et qu'on dissèque dans le but de savoir comment on se sent, quoi. Alors pourquoi les excréments et la neige? Et alors il se trouve que des savants autrichiens, passionnés par la neige et les excréments, comme Freud. Non mais pourquoi Freud est passionné par la neige et les excréments? Parce que faut qu'on se justifie. Oui, alors... Attention. Wow. Il y a une flotte là. Alors, bien par la neige à cause des montagnes, hein, ça par la neige comme tous les Autrichiens. Tous les Autrichiens sont passionnés par la neige, c'est bien connu. Par les excréments, parce qu'il est notoire par ceux qui ont analysé sa correspondance, ce qui n'est pas mon cas, donc on pourrait dire que c'est un racontard, mais que Freud était passionné par ses propres selles et que, enfin, en tout cas par l'état de ses entrailles et de son transit en général, et que c'est quelque chose qui le préoccupait beaucoup. On est en train de faire un petit peu un bond là dans nos vues sur Twitch depuis que tu parles de ça. Et il se trouve que des savants mais autrichiens récents ont découvert, et ça va être temps de changer de pilotage, je pense, ont découvert que dans la neige des montagnes et dans les excréments humains, aujourd'hui, on retrouvait un élément commun, entre autres, et que cet élément était le plastique. C'est-à-dire que le plastique, la matière plastique, je pense que beaucoup d'entre nous sont déjà sensibilisés à la question de la diffusion des déchets plastiques sur la planète, mais on pense au continent plastique, on pense aux formes visibles du plastique, on pense à des bouteilles qui flottent dans l'océan agglomérées. Bon, il se trouve que des microparticules de plastique ont été retrouvées dans les chutes de neige qui tombent sur les montagnes, les Alpes par exemple. Donc la neige tombe et dans la neige se trouvent des microparticules de plastique multicolores de toute provenance, de toutes origines, qui se mélangent à la neige et qui se déposent sur les montagnes. Et dans les excréments humains, où également de microparticules de plastique se trouvent. Ce qui génère finalement une sorte de communion à travers le plastique entre les éléments les plus divers de la nature qui se retrouvent finalement à héberger les mêmes éléments. Alors, c'est une question très importante, c'est par exemple la question de l'or. Il y a de l'or partout, dans le moindre mètre de cube de terre. C'est mon grand ami Gabriel Rendina, artiste, qui m'a appris ça. Et surtout, il y a de l'or en nous. Il y a de l'or dans le corps d'un être humain, il y a de l'or dans le corps d'une vache. Il y a à peu près, plus ou moins, 5, 10, 20 mg de vache. D'or, pardon. D'or dans une vache. Et combien de plastique ? Et alors, le plastique, probablement de plus en plus. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un animal de petite taille qui contient plus d'or que les autres, c'est le coq. Le coq contient beaucoup d'or, si bien que c'est une pratique assez répandue pour dissoudre des poulets dans de l'acide nitrique. Alors après, on peut également utiliser du bromure, parce que, alors c'est assez compliqué, il faut mettre le poulet dans ce liquide extrêmement toxique. Pendant 48 heures, il est dissous dans l'acide. Après, on obtient une sorte d'eau boueuse, qui me semble s'appelle l'eau du roi, l'acqua reale. Et dans cette eau flotte en suspension de l'or.
Et ensuite, on utilise différents types pour fusionner l'or, c'est-à-dire pour le structurer, et par exemple, notamment le bromure. Et donc, on peut extraire une toute petite, minuscule boulette d'or d'un coq. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les livres d'alchimie du XVIe siècle, parce que l'or, le coq, est associé à ça. Et donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant, parce que si vous voulez, là, je fais un petit peu la même chose. Quand à partir de cette Milagnae, j'extrais mon carbone et ma mordite. Et que tu vas être embêté, ou non, par une de ces sentinelles. Alors là, si je peux me permettre, je suis à la maison. Je me suis permis de revenir à ma petite base. Donc je suis relativement tranquille. J'ai laissé ici un message qui dit allô. Ça c'est au cas où quelqu'un... parce qu'il se pourrait qu'un autre joueur vienne se joindre à nous. On sait jamais. Et j'ai également des petits copains comme ça. Moi aussi, je peux lui faire un petit... hop. Petit coucou. Alors, je trouve qu'on n'a pas nommé beaucoup d'éléments, Angelo, jusqu'à présent. Tu disais que le but de ce jeu, l'une des grandes possibilités inventées par ce jeu, était de donner des noms aux choses. Je vais te donner tout de suite un exemple. Puisque c'est comme ça. On va changer de vaisseau spatial. Et on va tout simplement monter à bord. De Namuma de Dévastation. Et je pense qu'il ne nous reste pas tant de temps que ça. Donc il est peut-être temps de voguer vers le soleil. En écoutant un petit peu, dans un premier temps, Saint-Antoine. Alors Saint-Antoine, il avait un rêve, c'était de faire corps avec la matière. Ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. On n'a pas écouté Pascal, je suis en train de penser. On n'a pas écouté Pascal, mais en même temps, il a une meilleure tête. Lui. Tu trouves pas ? La tête de Saint-Antoine, ouais. Alors, c'est un extrait de la fin de la tentation de Saint-Antoine, où il est question de ce désir, de revenir à la matière, de se dissoudre dans les choses. Bref, c'est Saint-Antoine qui parle. On écoute. Au bonheur, bonheur. J'ai vu naître la vie, j'ai vu le mouvement commencer. Le sang de mes veines bat si fort qu'il va les rompre. J'ai envie de voler, de nager, d'aboyer, de beugler, de hurler. Je voudrais avoir des ailes, une carapace, une écorce, souffler de la fumée, porter une trompe, tordre mon corps, me diviser partout, être en tout, m'émaner avec les odeurs, me développer comme les plantes, couler comme l'eau, vibrer comme le son, briller comme la lumière, me blottir sur toutes les formes, pénétrer chaque atome, descendre jusqu'au fond de la matière, être la matière. Qu'est-ce qu'un homme, dans l'infini? Pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu'il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus délicates. Qu'un sirop lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites. Des jambes avec des jointures. Des veines dans ses jambes. Du sang dans ses veines. Des humeurs dans ce sang. Des gouttes dans ses humeurs. Des vapeurs dans ses gouttes. Que divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ses conceptions. Il pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau. Sur cet enchaînement de Saint-Antoine et de Pascal, il me semble que tu voulais te diriger vers le soleil, non? Alors, le soleil est-il atteignable? C'est une question qu'on s'est posée. Ben, apparemment, non.
C'est-à-dire que finalement la source, l'origine dont tu parlais tout à l'heure, reste inaccessible. Comme cet ordinateur qui génère l'Atlas. Ouais, on a essayé de parler de beaucoup de choses. Ce soir, on n'a pas réussi de parler, vraiment. Je pense que c'est un petit peu comme un serpent qui se mord la queue. On a tenté quelque chose et je pense qu'il faut qu'on soit assez honnête avec nous-mêmes et qu'on dise qu'on n'a pas totalement réussi à faire ce qu'on voulait. Est-ce que le propos était dense? Bon, qu'est-ce qu'il nous reste? La poésie? Voilà. On vous lance une petite surprise finale. Et cosmique. Et on remercie tout le monde. On pense à vous. On est les Best New Poets. On vient de la planète de la poésie. Et on est pascalien. Ouroboros, serpent mâle, dont la bouche est l'anus, dont l'anus est un ciel qui s'ouvre pour vomir la vérité, un oiseau blanc froissé. Ouroboros humain, serpent mâle, dont la bouche est l'anus est un ciel qui se tait comme un œil et rayonne comme une origine géométrique. L'anus n'est pas un trou du cul, mais l'origine d'un espace et de son alphabet, X, Y, Z, objet dangereux façonné contre la pénétration. X, interdit. Axe du corps au rayon X. Gainé dans une peau étanche à la lumière, il rayonne en lui-même sous les rayons, musex du reptile révolution. Y, la source, plan du regard voyeur, y compris des complicités humaines, dans le désert où l'artiste supplée avec une lenteur technique, au lynchage de ses géniteurs. Z, le refus, plan d'action du corps en lézard, étendu dans son ray de lumière, qui s'en sert, sans sperme, sans nous, et sans mange de ses propres boules sécrétives, de sa queue taillée en bonsaï. Ouroboros humain. Toi le serpent sans bouche et sans anus, toi l'origine des axes du regard, du désespoir et de l'action, et silence, enserré dans le testicule du silence. Ouroboros Monsieur Serpent, Monsieur Bouche, Monsieur Anus accouchant de lui-même sur un autel de verre et de coton, dans le réduit désert de son corps sans lumière, il se fait naître à la lumière technique. Ouroboros, idée analogique femelle, idée argentique mâle, exposée à elle-même. Ouroboros serpent jambe, origine, mort du fils, mort des fils du fils. Mais dans le mot, la naissance de tous les reptiles. Ouroboros, cobaye, artiste performeur couché en PLS dans les terres de l'image, emmanché misérable cloué, magnifique, accouché à la planche, enserré dans des tuyaux stériles. Ouroboros, corps laid, corps savon, imbibé de semences, élabore dans l'informe une idée de lui-même en dehors de lui-même. Ouroboros, glorieux torse lébrifié, revendique l'héroïsme du genre sans héros. Ouroboros corps ligne archétypale d'un monde régénéré par le courage, le vrai désespoir politique. Ouroboros.
Artiste épuisé qui met au monde, en douleur, un corps possible. Ouroboros humain, serpent trans, dont la bouche est l'anus, dont l'anus est un ciel qui s'ouvre, pour saisir la vérité, un nuage en polyamide blanc.